Dit. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'intelligence artificielle en médecine intensive et réanimation. Et plus spécifiquement, on va regarder son rôle, ou son rôle potentiel, dans la gestion de la ventilation mécanique. C'est un domaine, on le sait, où chaque minute compte, et l'IA, elle semble promettre pas mal de changements dans ces pratiques qui sont déjà très complexes. On sent d'ailleurs un intérêt qui monte chez les professionnels de santé. L'objectif, aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble ce que disent les sources récentes, les articles de recherche, les revues, les avis d'experts, pour essayer d'y voir plus clair. Qu'est-ce que l'IA peut vraiment faire en ventilation mécanique? C'est quoi les freins? Et vers quoi on va, concrètement? Oui, c'est vrai que la réanimation, avec son flux constant de données, c'est un terrain de jeu assez idéal pour l'IA. Mais attention, comme le souligne bien un article de Misseri et ses collègues, l'application en ventilation mécanique, ça reste quand même assez émergent. Il faut garder la tête froide. L'idée d'utiliser l'informatique en médecine, ce n'est pas nouveau, hein. On en parlait déjà dans les années 50, 70. Ce qui change tout maintenant, c'est la puissance de calcul, le stockage des données. C'est ça qui rend l'IA vraiment, disons, opérationnelle aujourd'hui. Hugues Drazen le note bien. On passe du concept à quelque chose de possible en pratique. Alors, commençons par les promesses. Concrètement, quels sont les bénéfices attendus ou déjà observés pour les patients ventilés et pour les équipes soins? Il y a plusieurs pistes intéressantes. D'abord, l'optimisation, personnaliser les réglages du ventilateur. L'idée, c'est d'ajuster en continu la PEP, le volume courant, la FiO2, mais en fonction de la mécanique pulmonaire spécifique de chaque patient. Le but, c'est clair. Réduire le risque de lésions pulmonaires induites par la ventilation, le fameux VILI. Certaines études, par exemple l'une citée dans un abstrait récent qui faisait référence à Nejim AI, évoquent même une réduction potentielle de l'ordre de 25%. C'est considérable. Mais on y reviendra, il faut être prudent avec ces chiffres. D'accord, 25%, c'est effectivement marquant. Et à part l'optimisation des réglages, Ensuite, il y a la détection précoce. L'IA semble assez douée pour repérer vite les asynchronies patient-ventilateur. Vous savez, c'est des synchronisations qui peuvent être néfastes. Certains algorithmes affichent de bons scores, sur le papier en tout cas, avec des sensibilités, des spécificités assez élevées d'après certaines études. C'est aussi prometteur pour détecter plus tôt un SDRA, un syndrome de détresse respiratoire aiguë. mhm. Et le sevrage, c'est toujours un moment critique en réanimation. Exactement. Troisième point, l'aide au sevrage. L'IA pourrait aider à prédire les chances de succès d'une extubation. L'abstract dont je parlais mentionne un odds ratio de 3,2 pour cette prédiction. C'est pas négligeable. Si ça se confirme en pratique, oui, ça pourrait potentiellement réduire la durée de ventilation et donc la durée de séjour en réa. Et on entend aussi parler de systèmes en boucle fermée, où c'est l'IA qui pilote directement certains paramètres. Oui, c'est une autre application. Il existe déjà des modes ventilatoires comme IntelliVent ASV par exemple, qui adaptent automatiquement certains réglages. L'objectif est double, optimiser la ventilation bien sûr, mais aussi peut-être alléger un peu la charge de travail des soignants. Moins d'ajustements manuels constants. Mais bon, là aussi, ça ouvre d'autres questions, notamment sur la supervision, sur le fait de bien comprendre ce que fait la machine à chaque instant. D'accord. Donc, des applications potentielles pour la ventilation elle-même, mais l'IA progresse aussi sur d'autres fronts en soins intensifs. Ah oui, tout à fait. Ce n'est pas limité à la ventilation, loin de là. Les sources, comme celle de Misseri, donnent d'autres exemples. La prédiction du sepsis, par exemple, parfois plusieurs heures avant les signes cliniques évidents, avec des outils comme Navoy. D'autres travaillent sur la prédiction de l'insuffisance circulatoire ou même de l'arrêt cardiaque ou respiratoire, avec des résultats qui semblent encourageants en termes de performance prédictive. L'IA pourrait devenir une sorte d'assistant, un assistant cognitif pour l'intensiviste, quoi. Et au-delà de l'aide clinique pure, est-ce qu'on peut attendre un impact sur l'efficacité des services, sur l'organisation? C'est un point important soulevé notamment dans le consensus mené par Secconi. L'IA pourrait automatiser certaines tâches administratives qui prennent beaucoup de temps. Il y a des estimations, elles viennent de cabinets de conseil comme EY, donc peut-être un peu optimistes, mais qui suggèrent des réductions de coûts administratifs et surtout un gain de temps pour les équipes. L'espoir, évidemment, c'est que ce temps gagné soit réinvesti auprès du patient. Plus de temps pour le soin direct, pour l'humain. Ces chiffres sur le gain de temps sont assez frappants. Mais est-ce qu'on peut vraiment être sûr que ce temps sera réalloué aux patients, vu la pression actuelle dans les services? C'est une excellente remarque. C'est le but affiché, l'idéal. Mais la réalité du terrain, on la connaît. Elle est complexe. La pression sur les effectifs, les autres tâches qui s'accumulent, rien ne garantit que ce gain de temps, s'il se concrétise vraiment, se traduira automatiquement par plus de minutes au chevet du patient. C'est un objectif, oui,
mais sa réalisation dépendra énormément de l'organisation, des priorités de chaque service. Je vois. Bon, le potentiel est là, c'est clair. Mais comme souvent en innovation, le chemin vers une utilisation courante est, disons, semé d'embûches. Quels sont les gros défis qui freinent l'IA en réa aujourd'hui? Et là, effectivement, on prend un peu une douche froide. Surtout en lisant la revue systématique de Galifan et son équipe, elle met vraiment en lumière de sérieuses faiblesses dans la recherche actuelle sur l'IA en ventilation. Le gros problème, la plupart des études sont rétrospectives, faites sur des données passées, et souvent dans un seul hôpital. Il y a très peu d'essais prospectifs et encore moins d'essais randomisés contrôlés. Galifan n'en a trouvé qu'un seul dans toute sa revue. Ce qui veut dire qu'on a du mal à être sûr que les résultats sont fiables et surtout qu'ils s'appliquent partout. Et même la façon dont les études sont rapportées pose problème, si je comprends bien. Oui, souvent, on a peu d'infos sur des choses importantes. L'ethnicité des patients inclus, par exemple, ou la calibration des modèles, on va en reparler, ou comment les données manquantes ont été gérées. Le résultat de tout ça, c'est que le risque de biais, il est jugé élevé dans près de 9 études sur 10. C'est énorme. Surtout des biais dans l'analyse elle-même. Vous avez mentionné la calibration. Justement, pourquoi c'est si important en pratique pour le médecin au lit du patient? Ah mais c'est absolument fondamental. La calibration, ça vérifie si les pourcentages de risque prédits par l'IA correspondent à la réalité observée. Si l'IA dit « ce patient a 30% de risque d'échec d'extubation », est-ce que, en moyenne, parmi tous les patients pour qui elle dit ça, il y en a vraiment 30% qui échouent? Un modèle peut être très bon pour distinguer les patients à haut risque et ceux à bas risque, c'est ce que mesure l'UC, l'air sous la courbe ROC, sa capacité à trier, disons, mais il peut être très mal calibré. S'il surestime tout le temps les risques ou s'il les sous-estime, mais on ne peut pas se fier à son chiffre pour prendre une décision pour ce patient précis. Galifan et Secconi insistent beaucoup là-dessus. D'accord, je vois mieux l'importance. Au-delà de la qualité de la recherche elle-même, il y a aussi des défis plus techniques, plus concrets. Oui, bien sûr. Il y a le risque de panne logicielle. Ça existe. Bon, ça semble faible. Une étude citée parle de 5% des cas, mais ça existe. Plus inquiétant, peut-être, la cybersécurité. On parle de systèmes connectés, de ventilateurs connectés. C'est un point soulevé par plusieurs sources. Le risque de piratage n'est pas nul. Et puis, il y a cette fameuse boîte noire. Certains algorithmes sont tellement complexes, c'est très difficile de comprendre pourquoi ils arrivent à telle conclusion ou telle recommandation. Ça, pour un clinicien, ça pose un problème de confiance. Et aussi de responsabilité si jamais il y a un souci. Sans parler du risque que l'IA, finalement, elle reproduise ou même qu'elle amplifie des biais qui existent déjà dans nos données ou nos pratiques. Et absolument, c'est un risque majeur. Si les données qui servent à entraîner l'algorithme ne sont pas représentatives de toute la population de patients, par exemple, des groupes ethniques sous-représentés ou des gens avec des maladies rares, eh bien l'algorithme risque d'être moins performant pour eux. C'est un vrai enjeu d'équité dans les soins. Mhm. Et enfin, il y a des obstacles très pragmatiques. L'hétérogénéité des données entre les hôpitaux. Les dossiers patients informatisés ne sont pas les mêmes partout. Les appareils de mesure non plus, les façons de documenter varient. Ça rend très difficile de mettre en commun les données ou de déployer un modèle développé ailleurs. Il existe des standards, comme OMOP CDM ou FHIR, mais leur adoption est encore limitée. Et bien sûr, toujours la question centrale de la sécurité et de la confidentialité des données de santé. Tout ça, ce sont des défis techniques et méthodologiques énormes. Mais il n'y a pas que la technique. Qu'en est-il de l'impact sur les gens, sur les soignants, sur les patients? Comment cette IA s'en sert dans la relation humaine, qui est quand même au cœur du soin? C'est un point absolument crucial, et toutes nos sources insistent là-dessus. D'abord, il y a l'interface homme-machine. Comment on conçoit des outils d'IA qui aident vraiment le clinicien, sans le gêner, sans le noyer sous des alertes inutiles, et surtout sans court-circuiter son propre jugement clinique. Il y a un équilibre très fin à trouver. Éviter la confiance aveugle, l'IA l'a dit, donc c'est vrai, mais aussi éviter la méfiance systématique qui empêcherait d'utiliser un outil potentiellement utile. L'idée, c'est vraiment d'augmenter l'intelligence humaine, pas de la remplacer. Ce qui veut dire qu'il faut absolument former les équipes, j'imagine. C'est indispensable. Il faut que les professionnels de santé et aussi les futurs professionnels, dès leurs études, acquièrent une sorte de littératie de l'IA. Comprendre les bases, ce que ça peut faire, mais surtout comprendre les limites. Apprendre à interpréter les résultats avec un œil critique. Évaluer si la recommandation de l'IA est plausible, cohérente avec le tableau clinique global.
Certaines sources mentionnent même un risque de décompétence si on s'habitue à ce que la machine fasse tout à notre place sur certains aspects. Il faut rester vigilant. Et la relation avec le patient dans tout ça? C'est une crainte légitime. Est-ce que l'IA va créer une distance? Est-ce qu'elle va déshumaniser le soin? L'objectif affiché, c'est plutôt l'inverse. C'est d'avoir une IA centrée sur l'humain. Une IA qui, justement, libérerait du temps pour l'écoute, pour l'empathie, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais bon, ça reste à prouver. Et surtout, ça dépendra de la façon dont on intègre ces outils. Et il faut vraiment marteler ce message. L'IA reste un outil. C'est le clinicien qui décide. C'est lui ou elle qui prend la responsabilité finale. L'IA fournit une information, mais le clinicien l'intègre dans un raisonnement bien plus large, basé sur son expérience, l'examen du patient, le contexte. Vous parliez tout à l'heure des biais algorithmiques. Le risque concret, c'est donc d'aggraver les inégalités de santé? Oui, c'est un vrai risque si on n'y prend pas garde. Si les outils sont développés et validés principalement sur des populations, disons, standards ou favorisées, ils risquent d'être moins efficaces pour d'autres groupes. Ça peut creuser ce que certains appellent le fossé de l'IA, l'AI divide, entre les pays riches et les pays pauvres, mais aussi à l'intérieur d'un même pays, entre différents groupes de population. La vigilance sur l'équité, elle est primordiale. Et la question de la responsabilité en cas d'erreur, c'est un casse-tête juridique. Ah oui, c'est une question épineuse. Si une erreur survient et que l'IA a joué un rôle, qui est responsable? Le médecin qui a suivi la recommandation? Le développeur de l'algorithme? L'hôpital qui l'a mis en place? Pour l'instant, c'est très flou. Il y a un besoin urgent de clarification réglementaire. Il faut aussi adapter les assurances. Seconi et ses co-auteurs vont même plus loin. Ils parlent de la nécessité d'un contrat social. Il faudrait impliquer les citoyens, la société, pour définir ensemble ce qu'on attend de l'IA en santé et où on veut mettre les limites. D'accord. Donc on a ce potentiel immense, mais face à ça, une montagne de défis. Méthodologiques, techniques, humains, éthiques. Alors, comment on avance? De manière responsable, pragmatique? Quelles sont les pistes qui se dégagent? Les experts convergent sur plusieurs points clés. D'abord, et c'est vraiment la base, améliorer drastiquement la qualité de la recherche. Ça passe par l'adoption de standards méthodologiques et de reporting plus stricts. Il y a des checklists pour ça, comme Tripod AI, Probast AI. Il faut aussi et surtout mener des essais prospectifs multicentriques et exiger une validation externe sérieuse avant même d'envisager une application clinique large. Donc, plus de rigueur dans la recherche et pour les données? Deuxième point, faciliter le partage sécurisé des données et leur standardisation. Encourager les collaborations, les réseaux, les consortia. Peut-être via des techniques comme l'apprentissage fédéré. L'idée, c'est que chaque hôpital entraîne le modèle sur ses propres données, localement. Et on ne partage que les modèles mis à jour, pas les données brutes des patients. Ça préserve mieux la confidentialité. Il faut aussi pousser l'adoption de standards de données comme OMOP ou FHR. Et un point important, les hôpitaux, les institutions de santé doivent garder la maîtrise de leurs données. Ce sont des actifs précieux. D'accord. Recherche rigoureuse, données mieux gérées et partagées. Quoi d'autre? Troisième axe, garder le cap sur un développement vraiment centré sur l'humain. Prioriser les applications qui apportent une aide concrète aux soignants dans leur travail quotidien. Une aide à la décision pertinente, un allègement des tâches sans valeur ajoutée clinique directe et des applications qui, au final, améliorent la qualité des soins et permettent plus d'empathie. Quatrièmement, la gouvernance et la régulation. Il faut des règles claires, mais des règles qui soient aussi capables de s'adapter, parce que la technologie évolue très très vite. L'UE AI Act en Europe est un premier pas dans ce sens. Il faudra aussi mettre en place une surveillance continue des algorithmes une fois qu'ils sont sur le marché. Surtout ceux qui continuent d'apprendre, et donc de changer potentiellement leur comportement. La collaboration entre le public et le privé est sûrement nécessaire, mais elle doit être bien encadrée. Et la formation, vous l'avez mentionné plusieurs fois. Oui, c'est le cinquième point. La formation, encore et toujours. Intégrer l'IA dans les cursus initiaux des médecins, des infirmiers, de tous les professionnels de santé. Et proposer des formations continues adaptées pour ceux qui sont déjà en exercice. Et si on regarde encore un peu plus loin, il y a ce concept émergent de physiolomique que mentionne Seconi. L'idée, c'est de traiter l'ensemble des données physiologiques qu'on recueille en continu au lit du patient, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation, etc., comme une nouvelle source d'information omique, un peu comme la génomique.
pour aller vers une médecine encore plus personnalisée en réanimation. C'est fascinant de voir comment l'IA pourrait même changer la façon dont on fait de la recherche clinique, en nous aidant à identifier des sous-groupes de patients plus précis. Tout à fait. C'est un potentiel majeur que souligne aussi Secconi. L'IA pourrait permettre ce qu'on appelle un phénotypage, beaucoup plus fin. Au lieu de tester un nouveau traitement sur un groupe très hétérogène de patients qui ont tous un SDRA par exemple, on pourrait identifier, grâce à l'IA, des sous-groupes avec des caractéristiques physiologiques ou biologiques très spécifiques. Ça pourrait ouvrir la voie à des essais cliniques plus ciblés et donc potentiellement plus efficaces. C'est important en soins intensifs où l'hétérogénéité des patients est souvent un vrai casse-tête pour la recherche. Donc pour résumer cette exploration, on est vraiment face à une situation très contrastée. D'un côté, un potentiel énorme de l'IA pour transformer la réanimation, la ventilation mécanique, plus de personnalisation, une aide à la décision, une optimisation des soins. Mais de l'autre côté, cette promesse, elle se heurte à des obstacles bien réels et considérables, des faiblesses dans la recherche actuelle, des défis techniques importants, des questions éthiques et humaines fondamentales, et puis un cadre réglementaire qui est encore en pleine construction. Oui, et le message clé qui ressort de tout ça, c'est vraiment que l'IA doit rester un outil. Un outil puissant, certes, mais au service du clinicien, pour augmenter ses capacités, pas pour le remplacer. Le jugement clinique, l'expérience, la supervision humaine, ça reste absolument au centre. Je crois que c'est le professeur Lévy qui disait, lors d'un congrès récent, quelque chose comme l'IA ne remplace pas le clinicien, elle transforme son rôle du régleur manuel au superviseur stratège. Je trouve que ça résume assez bien l'enjeu. C'est une belle formule, en effet. Alors, pour finir, peut-être une question qui reste ouverte pour la pratique de tous les jours. Compte tenu de cette évolution qui va très vite, mais aussi de toutes les limites et les risques qu'on a bien identifiés, comment est-ce que les équipes de soins intensifs peuvent aujourd'hui intégrer l'IA de manière pragmatique? Comment choisir les bons outils, ceux qui apportent une vraie plus-value, maintenant ou très bientôt, tout en garantissant la sécurité des patients et l'équité? C'est sans doute une réflexion cruciale à poursuivre tous ensemble.